Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros ou une super-héroïne? Et si je vous disais que depuis notre plus jeune âge, nous avons plus en commun avec Superman et Supergirl que vous ne le pensez? Intrigué? Laissez-moi vous donner un indice. Ça commence par super et ça finit par pouvoir. Exactement. Bien qu'ils ne nous permettent pas de sauver le monde, nos super-pouvoirs nous donnent la capacité de participer à des activités du quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de redevenir des enfants et d'aller à la découverte de ces super-pouvoirs insoupçonnés. Nos super-pouvoirs ont un nom. Habileté motrice fondamentale. À défaut de savoir voler ou d'avoir une force surhumaine, nos super-pouvoirs nous permettent de courir, sauter, lancer ou encore dribbler. Ils se divisent en 3 catégories. Les habiletés de stabilité nous permettent de garder notre corps en équilibre que nous soyons immobiles ou en mouvement. De la même façon que Spider-Man doit contrôler son équilibre pour se balancer d'immeuble en immeuble, nous devons assurer notre stabilité pour nous déplacer en vélo, par exemple. Puis, les habiletés de locomotion, à l'instar de Flash, nous permettent de nous déplacer rapidement et efficacement dans notre environnement. Je peux vous dire qu'avec ces habiletés, on n'est pas loin de le battre à la course. Enfin, les habiletés de contrôle d'objets, comme le lancer de balles, sont tout aussi cruciales que le lancer de marteau de Thor. Ces habiletés, nous les développons durant notre enfance. Et comme les super-héros, nous apprenons à les maîtriser avec le temps. Pour comprendre comment nous développons nos super-pouvoirs, il faut s'intéresser à 2 choses. Le processus, ou la façon dont le mouvement est réalisé, et le résultat de ce mouvement. Par exemple, apprendre à bien lancer son marteau permet à Thor de le lancer plus loin et plus précisément. Il en va de même pour Flash. Plus sa technique de course sera bonne, plus il sera rapide. L'entraînement et l'expérience sont donc essentiels à ce développement. Mais en tant que jeunes super-héros, où pouvons-nous nous entraîner? Nos principaux quartiers généraux sont les milieux scolaires et familiaux. C'est là que nous nous entraînons durement pour acquérir nos habiletés motrices fondamentales. Et comme la Justice League ou les Avengers qui s'unissent pour combattre les super méchants, nos plus proches alliés sont nos parents et nos professeurs d'éducation physique. Ainsi armés, nous sommes prêts à combattre notre ennemi juré, la sédentarité. Tout comme Mr. Freeze, la sédentarité a la capacité de nous transformer en statues, ce qui peut être néfaste à notre développement. En effet, pour être en bonne santé et fort comme un super-héros, il faut bouger et faire des activités. Et oui, Superman et Supergirl ne sauvent pas le monde en restant allongés dans leur lit. Vous l'avez sûrement compris, les habiletés motrices fondamentales sont les super-pouvoirs que nous développons pour participer en activité physique. Ils sont le point de départ de tout mouvement sportif complexe, comme par exemple courir tout en dribblant avec son ballon de basketball. Cependant, tels les pouvoirs de Superman et Supergirl face à la kryptonite, l'activité physique peut être affaiblie par l'absence de développement de ces habiletés. Cette problématique est le quotidien de nombreux enfants qui font face à des difficultés de mouvement. Leur participation en activité physique peut être plus intensément affectée par les effets de cette kryptonite. Leur caractéristique physique particulière va impacter le développement de leurs super-pouvoirs et peut demander des adaptations ou des stratégies pour contrer cela. Par exemple, comme Captain America qui ne sort jamais sans son bouclier, certains enfants ont besoin d'équipements adaptés pour développer leurs super-pouvoirs. Imaginons maintenant un enfant en fauteuil roulant à qui nous demandons de courir. Cela lui est malheureusement impossible, et la réussite de cette habileté peut aller au-delà d'un besoin d'adaptation. C'est pourquoi il est important d'unir nos forces pour aider ces enfants à développer non pas des super-pouvoirs différents, mais de nouveaux super-pouvoirs propres à leurs capacités. Si le professeur Charles Xavier est capable de diriger les X-Men avec son fauteuil roulant, pourquoi ces enfants ne pourraient pas être des super-héros comme les autres? En fin de compte, nous sommes tous des super-héros de l'activité physique en devenir. Contrairement à Superman et Supergirl, nous avons le pouvoir de contrer les effets de la kryptonite en développant nos habiletés motrices fondamentales. Et la meilleure partie de l'histoire? Pas besoin de cape ni d'identité secrète. Et comme un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Mettons nos souliers, bougeons et montrons à la sédentarité que rien ne peut nous arrêter. Merci. Allô, c'était une super présentation. J'ai beaucoup aimé l'analogie.
Ma question, c'était plus pour... tu as beaucoup parlé du développement des habiletés motrices fondamentales pendant l'enfance, mais est-ce que ce développement-là, il est important de le poursuivre au travers de la vie? Je pense surtout, mettons, au côté gériatrique, là, aux personnes âgées qui ont des difficultés motrices. Oui, effectivement, c'est une très bonne question, merci. Alors oui, moi j'ai principalement parlé des enfants parce que je travaille chez les enfants et il faut savoir que les habiletés motrices fondamentales, quand on regarde le développement moteur typique, ça se développe durant l'enfance. Après, il est important pendant l'âge adulte et puis après, quand on est une personne âgée, de continuer à travailler ces habiletés-là, à les maîtriser parce que c'est important pour toute activité physique, mais on va plus souvent parler quand on est à l'âge adulte d'habiletés plus spécialisées et propres à une activité physique qu'on va décider de faire. Mais oui, effectivement, il est important de continuer à les travailler pour pouvoir participer, pour pouvoir être actif. Mais il n'y a pas que les activités physiques, il y a même être actif pour pouvoir marcher, se déplacer, etc. Il y a des questions dans la salle, là. Vous pourrez vous passer le Oui, micro. bonjour. Je voulais savoir, au quotidien, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais avec ces enfants? Est-ce qu'il y a des protocoles de réadaptation que tu utilises, etc.? Alors moi, je ne fais pas de protocole de réadaptation, mais effectivement, on a les ergothérapeutes et les physiothérapeutes qui généralement peuvent travailler les habiletés motrices fondamentales chez les enfants. Moi, si je parle de mon doctorat, je vais essayer de chercher des stratégies, des adaptations spécifiques aux enfants, spécifiques à leur incapacité physique, pour pouvoir les aider à développer et à participer davantage en activité physique. Micro, s'il vous plaît. Le test, c'est-à-dire? Est-ce que tu vas, du coup, ce que tu développes, est-ce que tu vas l'appliquer sur des enfants, Alors, moi, faire tester à des enfants? Oui, mais ce que je fais, c'est que je rencontre les enfants individuellement. Ils font une évaluation de leurs habiletés motrices fondamentales. Donc, j'ai leur niveau et puis j'ai les habiletés où ils ont un peu plus de difficultés. Je les revois une deuxième fois, puis je discute avec eux. Et puis, ensemble, oui, on teste des stratégies que je peux trouver dans la littérature, qui sont quand même connues au niveau clinique, etc. Et puis, en même temps, je leur demande leur avis. Si chez eux, ça fonctionne, qu'est-ce qu'eux feraient? Est-ce qu'eux ont développé des stratégies d'eux-mêmes au quotidien, etc. Donc, oui, c'est testé avec les enfants. Après, bien sûr, ça va permettre une personnalisation et une individualisation. Je ne vais pas pouvoir le donner à tout le monde, mais oui, effectivement, c'est testé avec les enfants. Sur le volet, justement, individuel, personnel, Oui. Est-ce qu'il y aurait un moyen de transposer ça pour que ce soit accessible à un plus grand nombre en même temps? C'est un défi aussi dans l'intervention. Alors oui, c'est un défi parce que chaque enfant est différent. Même s'ils ont une incapacité physique, un diagnostic en tout cas identique, ils auront quand même des caractéristiques qui peuvent être différentes. Et puis il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dessus, que ce soit leur habitude de vie, etc. Après, il y a des adaptations, je le vois très bien, qui sont communes à tout le monde. Ça, c'est certain. Mais il y a certaines adaptations qui sont propres à l'enfant par rapport à leurs habitudes de vie surtout. Donc, c'est un peu sur mesure en fonction de son caractère aussi. Effectivement. Son caractère, ses aptitudes. Des questions dans la salle pour Margot? Non, oui, un micro qui s'en vient vers vous. Allô. J'essaie de formuler ma question, mais je vais la sortir comme ça. J'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais tu as beaucoup parlé de sédentarité puis d'activité physique. Mais j'étais quand même curieuse de savoir c'est à quel moment qu'on est considéré comme sédentaire. Est-ce que c'est un nombre d'activités par semaine ou... Oui, alors il y a plusieurs indicateurs, on va dire. Souvent, je ne dis pas que tous sont bons, tous sont faux. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est assez subjectif, je trouve, de déterminer ce qu'est la sédentarité. Souvent, on va dire, par exemple, si on ne fait pas nos 10 000 pas par jour, on est sédentaire. Si on passe un certain temps devant nos écrans dans la journée, on n'est pas sédentaire. Ensuite, en activité physique, il y a des recommandations. Donc, on préconise, par exemple, chez les enfants, c'est 60 minutes d'activité physique par jour. Si ce n'est pas atteint, on va considérer que c'est sédentaire. Et puis, en plus de ça, si ce n'est pas atteint, ça veut dire qu'ils ont passé plus de temps, par exemple, sur les écrans ou en tout cas en position assise. Donc, il y a plein de facteurs, plein d'indicateurs qui démontrent une sédentarité, mais c'est assez subjectif, je pense. Si je comprends bien, en termes d'activité physique, peu importe l'état, la condition en termes de motricité, on souhaiterait que tous les enfants aient le même niveau d'activité. Actuellement, oui, les recommandations sont les mêmes que les enfants aient des incapacités ou non. Puis concrètement, est-ce que c'est le cas si on compare le taux de sédentarité? On sait la différence entre les enfants qui ont des limitations? Oui. Ben, moi, je connais surtout les pourcentages pour l'activité physique. On sait qu'il y a que... Déjà, chez les enfants à développement typique, il n'y a que 39% des enfants au Canada qui atteignent les recommandations, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et chez les enfants avec incapacité physique, c'est encore plus faible. On est quand même à 22,2%. Et le chiffre pour la sédentarité et le temps passé devant les écrans est aussi plus grand pour ces enfants.